Bonjour à tous, ici Marjorie. Merci beaucoup de votre présence à notre webinaire L'autisme au quotidien, quoi faire? Bonjour à tous, ici Shilov. Avant de commencer, nous allons faire quelques petites précisions pour que ce soit clair pour tous les parents. Nous, comme parents, nous ne croyons pas à des recettes miracles. On sait que chaque cas est unique, chaque enfant est unique, chaque situation est unique. Donc, nous croyons à la persévérance, au travail sur soi, d'être constant dans nos recherches et pour pouvoir aider notre enfant et aider d'autres familles également. Donc, nous ne donnons pas d'avis médical, nous transmettons seulement l'information et les ressources qui ont grandement contribué au progrès de nos enfants. Pour que ça puisse vous aider et que ça puisse être aussi un complément et souhaitons-le un accélérant dans le progrès de vos enfants. Comment tenir la route en tant que parent et afin de faire en sorte que les journées soient épanouissantes tant pour nos enfants que pour nous-mêmes. Nous aimerions vous dire et de rester à l'écoute à la fin de la présentation. Nous allons vous donner les détails de la réouverture de notre programme en ligne et comment vous pouvez en profiter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre histoire, c'est aux alentours de l'an 2006 qu'on a eu les premiers signes chez notre fils aîné, comme quoi, au niveau de son développement, il y avait quelques déséquilibres qui se manifestaient. Et à l'époque, il avait environ 2 ans. C'était quand même un enfant très éveillé, très curieux. Il aimait beaucoup tout ce qu'on faisait. Quand on allait à la bibliothèque, il aimait bien les livres et tout. Et on voyait quand même dans ses yeux qu'il y avait une petite étincelle et puis qu'il aimait découvrir le monde autour de lui. Toutefois, il manifestait quand même des comportements assez étranges. Il marchait sur la pointe des pieds. Vu que c'était notre premier enfant, il y a des choses quand même qui nous échappaient, entre autres au niveau du langage, parce que on n'avait pas nécessairement de point de référence pour savoir si son langage se développait assez bien. Mais il répétait, on trouvait ça quand même bizarre qu'il répète les mêmes phrases à longueur de journée et puis qu'il écoute une émission de télévision et que ce soit toujours la même phrase qu'il ait mémorisée et qu'il nous répète au lieu de nous poser des questions sur les choses de la vie courante. Et quand on se rendait au parc pour aborder les autres enfants, il utilisait son propre nom pour les interpeller. Donc, tout ça, c'était des signes quand même qui nous inquiétaient dans ses comportements, jusqu'à ce que même à un certain moment, il ne réponde plus à son nom quand on l'appelait. Donc ça, c'était très inquiétant. Et puis, dans ses couches, je retrouvais souvent des gros morceaux de nourriture. Et puis, il y avait beaucoup d'alternance de diarrhée, de constipation. Et pour ce qui est de notre fille, qui est de 18 mois, sa cadette, eh bien, elle aussi semblait quand même assez éveillée, sauf qu'elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas et puis on pouvait lui poser certaines questions, puis elle pouvait répondre, mais vraiment de façon très brève, pas de phrases, juste avec des mots. À l'époque, c'était quand même à un âge où elle aurait pu prononcer plus de mots et c'était pas encore le cas. Et puis, elle n'établissait pas de contact non plus avec les autres. Donc, elle fuyait les gens quand des gens venaient chez nous. Et puis, étant donné probablement qu'elle vivait beaucoup de frustration du fait de ne pas être en mesure de s'exprimer, eh bien, elle faisait beaucoup de crises de larmes aussi. Et ce qui avait beaucoup attiré notre attention aussi par rapport à ses comportements à l'époque,
c'est le fait qu'elle se bouchait les oreilles très, très, très souvent. Et puis, c'était pas nécessairement dans des moments où il y avait quelque chose de particulier dans l'environnement. Donc, à force d'observer, on s'est rendu compte que ça pouvait être, par exemple, le fait de tirer la chasse d'eau si elle allait à la toilette. Elle se bouchait une oreille, elle se tenait une oreille d'une main et tirait la chasse de l'autre. Je me souviens aussi du fait qu'elle ne supportait pas, par exemple, les petites chaussettes antidérapantes que j'aimais bien, que j'aimais bien leur acheter. Mais elle ne supportait pas ce genre de choses. Il y a plusieurs types de tissus qu'elle ne supportait pas. Quand on était à l'extérieur, elle n'aimait pas, contrairement à la plupart des enfants, elle n'aimait pas sauter dans les petites flaques d'eau ou même s'il faisait beau, puis qu'on se promenait au soleil et puis qu'il y avait des roches. Elle ne pouvait pas supporter de piler sur des roches. Elle avait des tics de doigts, son regard en coin aussi m'inquiétait beaucoup. Donc elle ne regardait presque jamais dans notre direction. Et puis, nos deux enfants, en fait, nos deux plus vieux, puisqu'on en a trois, nos deux plus vieux avaient des comportements répétitifs. Donc, même si j'avais pour habitude de faire une certaine rotation des jouets, donc j'en mettais un peu de côté, j'en sortais des nouveaux, ainsi de suite, il y avait quand même... eux, ils recherchaient quand même toujours les mêmes jeux, les mêmes jouets. Ils jouaient toujours aux mêmes choses. Ma fille riait toute seule dans son coin, tournait sur elle-même, avec mon fils qui répétait toujours les mêmes phrases à longueur de journée. Donc tout ça, comme parents, eh bien, ça nous a apporté beaucoup de confusion. Ça a fait qu'on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire pour qu'ils puissent mieux se développer et tout ça. Donc, comme la plupart des parents, on a ressenti beaucoup de culpabilité. Et même si on y était pas pour grand-chose, mais c'est quand même un sentiment qui finit par nous envahir, ce sentiment de culpabilité. Aussi, la tristesse nous habitait aussi, le fait de se projeter dans l'avenir et d'envisager, de regarder, voir quel serait l'avenir de nos enfants, nos deux enfants, puisque nous avions deux qui avaient des défis de l'autisme. Donc, il y avait une grande tristesse et par rapport à ça, on avait aussi beaucoup de colère. Pourquoi nous? Pourquoi nous? On se pose toujours la question pourquoi nous? Pourquoi notre enfant? Donc, c'était un sentiment de tristesse accompagné de colère. Et je dirais que dans mon cas, une des choses qui m'a le plus affecté, c'était un sentiment de gêne. Un sentiment de gêne quand, par exemple, c'était le temps d'être en public, que ce soit dans un parc ou un autre lieu public, le regard des autres parents et qui semblait être lourd pour moi, là, qui semblait être lourd. Donc, on évitait, par exemple, d'avoir à se rendre à des fêtes chez d'autres personnes ou bien à des réunions chez d'autres personnes où est-ce qu'il y aurait d'autres enfants, de peur que nos enfants soient comparés aux autres enfants. Donc, grand sentiment de gêne et de honte nous habitait. Donc, avec tout ça, faisait que nous ne sentions pas à la hauteur et puisqu'on avait peu de ressources et que du moment qu'on a remarqué que nos enfants avaient des défis et les listes d'attente pour les faire évaluer et attendre des services publics subséquents, donc ça faisait en sorte que c'était de plus en plus lourd. Mais suite à tout ça, suite à notre vécu, laissez-nous vous dire que tout ça, c'est pas votre faute. C'est pas la faute des parents. On sait que l'autisme, il y a plusieurs causes possibles pour l'autisme.
Donc, que ce soit au niveau de la génétique, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de plein de potentiels de causes. Mais dans tous les cas, ce n'est pas notre faute comme parents, ce n'est pas votre faute comme parents. Et on peut vous dire qu'avec ce que nos enfants ont vécu et comment ils sont présentement, bien que chacun est unique, on le répète encore une fois, on sait qu'il y a de l'espoir pour que nos enfants puissent aller mieux et puissent progresser aussi. Oui, alors, si, si on prend le temps de faire un petit retour en arrière de quelques années, eh bien, notre quotidien était littéralement sans dessus-dessous. Et je me souviens de la façon dont notre fille était dans sa bulle, dans son univers. Elle semblait complètement détachée de nous, détachée de ses émotions. Et puis, c'était très dur de l'observer comme ça, se parler elle-même, et puis même ce qu'elle se marmonnait était pas du tout compréhensible. Et puis, je me demandais si elle serait toujours comme ça, et puis comment est-ce que ça se passerait pour elle, rendue à un âge beaucoup plus avancé. Est-ce qu'elle pourrait fréquenter l'école? Est-ce qu'elle serait en mesure d'apprendre, puisqu'elle ne nous parlait pas? Elle ne nous parlait pas, et puis quand on essayait d'établir un contact avec elle, ça pouvait être quand même assez ardu, et quand on réussissait, c'était quand même tellement bref que j'appréhendais quand même l'avenir. Et puis, quand je regardais les tics de doigts qu'elle avait, ses yeux toujours en coin comme ça m'inquiétait énormément. Également, notre quotidien était fait du fait que notre fils, pour sa part, lui, ses comportements répétitifs, toujours les mêmes jeux, voulait toujours faire les mêmes choses, toujours les mêmes phrases mémorisées. Dès qu'il entendait quelque chose une fois, il le répétait. On n'avait aucune idée de qu'est-ce que c'était l'écolalie à l'époque. On savait juste que notre enfant répétait continuellement les mêmes choses. Et toute la journée, même quand quelqu'un parfois lui disait bonjour, il répétait bonjour, et il répétait exactement ce que la personne lui disait. Donc, et c'était vraiment terrible. Et même à l'âge, quand notre fils était arrivé à l'âge de rentrer à l'école, il pouvait même pas tenir un crayon, il voulait pas tenir un crayon, donc même à l'âge de rentrer à la maternelle. Et il s'échappait encore continuellement sur lui. Donc, il était toujours pas propre, arrivé à l'âge de rentrer à l'école. Oui, donc, tous ces comportements-là de nos enfants, malheureusement, ça fait que, comme parents, notre premier réflexe, c'est de s'isoler. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est isolé. On n'aimait pas trop, ou du moins on n'en parlait pas sur le coup, des défis de nos enfants. Donc, le fait de s'être isolé comme ça a fait qu'on a vécu pendant un bon moment avec ce sentiment d'être seul au monde, et d'être les seuls à vivre ça aussi. Alors que quand on a commencé à briser la glace, à en parler autour de nous, eh bien, ça a été plutôt pour nous l'occasion de découvrir qu'il y avait des ressources. Il y a des ressources, et que l'information ne circule pas nécessairement au niveau des outils qui peuvent être à notre disposition comme parents pour aider nos enfants. Donc, le fait d'en parler, ça nous permet finalement de se retrouver avec... on peut en parler, mais le plus important, c'est surtout de bien s'entourer. Donc,
en parler à des gens qu'on sait qui sont positifs, qui vont nous encourager dans nos efforts, des gens qui vont chercher à comprendre ce qui se passe et nous soutenir dans notre démarche. Et ça fait vraiment que on peut trouver le support et l'encouragement nécessaire pour continuer la route. Également, le fait d'en parler, une des choses qu'on s'est rendu compte avec le temps, avec le recul, le fait d'en parler et de bien s'entourer, c'est-à-dire, quand on parle de bien s'entourer, il y a une chose, on peut s'entourer de gens positifs qui nous encouragent, mais aussi de s'entourer de gens qui ont vécu la même chose que nous et pour qui les enfants ont progressé. Donc, en faisant ça, on s'assure d'avoir des exemples, on s'assure d'avoir des ressources supplémentaires, on s'assure d'avoir des gens qui peuvent peut-être nous guider quand ça semble être plus difficile ou qu'on voit vraiment pas de lumière au bout du tunnel. Donc, ces gens-là qui ont déjà vu ça, qui ont vu que quand même que leur enfant a progressé, peut grandement nous aider et nous aider à passer à travers des moments difficiles. Donc, c'est ça. L'autre chose aussi qui est difficile, qui était particulièrement difficile dans notre quotidien, on l'a mentionné précédemment, c'est le fait que nous étions sur des listes d'attente interminables. Donc, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver, on savait pas, c'est sûr qu'on voyait que nos enfants avaient des problèmes, c'était clair qu'ils avaient des problèmes, mais en même temps, donc, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Et le temps passe pendant ce temps-là. Donc, et pour cet effet-là, ce qu'on pourrait vous dire, c'est même si vous êtes en attente de diagnostic, même si vous n'avez pas encore de ressources, c'est de faire des recherches parallèles au service public, explorer d'autres avenues. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'augmenter les chances de progrès, de faire en sorte que les progrès puissent s'effectuer peut-être plus rapidement. Parce que oui, on peut trouver des gens de bonne foi, mais qui connaissent qu'une seule approche et on ne peut pas demander à quelqu'un de nous donner ce qu'elle n'a pas. La personne ne connaît pas d'autre approche que ce qu'elle connaît. Donc, elle va donner le meilleur d'elle-même, oui, mais avoir plusieurs personnes, plusieurs personnes qui nous donnent le meilleur d'eux-mêmes fait en sorte qu'on peut augmenter les chances de progrès et accélérer le progrès de nos enfants. Oui, tout à fait. Et même quand on n'est plus en attente et qu'on accède à des services publics, eh bien, c'est quand même une bonne chose en tant que parent de s'informer, de savoir toutes les possibilités par rapport aux besoins de nos enfants pour savoir qu'est-ce que nous, on peut faire pour venir en support parce qu'on est, si je peux dire, le premier expert de notre enfant. Donc, c'est à nous de s'enquérir, d'aller chercher les ressources et de voir est-ce que ça correspond aux besoins de notre enfant. Et quand on commence à recevoir des services, et bien de voir comment est-ce qu'on peut venir en support de ces services-là à la maison de façon soutenue pour accélérer ou augmenter les chances de progrès de notre enfant de façon à raccourcir, disons, le temps, le temps le laps de temps sur lequel les progrès peuvent être faits. Et puis, aussi, on peut avoir souvent l'impression qu'il n'y a aucune solution quand on vient de recevoir un diagnostic. On peut penser qu'il n'y a rien à faire et que, bon, l'enfant se comporte de telle façon et puis c'est comme ça parce que il a tel diagnostic. Alors que ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Donc, il faut prendre le temps en tant que parent de connaître les différentes perceptions de l'autisme, d'aborder la question sous différents angles pour pouvoir soi-même en tant que parent devenir un peu plus flexible par rapport à la question de l'autisme et pour entrevoir une façon là, d'élargir nos horizons et faire en sorte de combler les divers défis de notre enfant. Oui, tout à fait.
Et également, une des choses qui était particulièrement difficile pour nous au quotidien, c'était le sentiment d'avoir l'impression de voir notre enfant progresser un jour et reculer un autre jour, d'avancer dans un domaine et de faire des reculs dans un autre domaine. Donc pour ça, nous, on s'est rendu compte que et ce qui nous a le plus aidé, c'est ce que nous appelons maintenant d'adopter une approche globale et cohérente. Et globale, notre approche doit être globale parce que notre enfant, on le sait, a des défis divers. C'est pas comme si on avait un enfant qui avait seulement des défis au niveau du langage. Et ce qui est déjà très difficile pour un parent d'avoir un enfant qui a des problèmes au niveau du langage, mais nos enfants ont des problèmes au niveau du langage, ont de la communication, ont des problèmes au niveau du comportement, des comportements étranges, bizarres et des tics. Nos enfants ont des problèmes de socialisation. Nos enfants, presque tous nos enfants ont des problèmes aussi digestifs, là, à être propres. Et donc, ils ont des problèmes vraiment envahissant à divers niveaux. Donc, il faut qu'on ait une approche qui peut répondre à tous ces besoins-là. C'est pas comme si on va régler le problème de langage pendant quelques années, puis après, on va commencer à essayer de régler le problème de comportement, ainsi de suite. Il faut qu'on ait une approche qui touche tous les besoins de notre enfant. Et et ce qui est important, oui, ça c'est la partie globale de l'approche, mais cohérente aussi. La partie cohérente, c'est-à-dire que puisque nos enfants ont des problèmes de divers problèmes, nous allons apporter des solutions qui vont être diverses aussi. Et il faut s'assurer que ces solutions-là, une solution qui est apportée pour régler un problème, ne porte pas un préjudice à notre enfant dans un autre domaine. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, on sait, souvent nos enfants réagissent très bien. Par exemple, pour les stimuler à parler, on va peut-être au début les stimuler avec de la nourriture, par exemple, parce qu'on sait que bon, ils aiment tel ou tel aliment, donc ils vont répondre. Donc, et c'est bien, oui, au départ, pour voir si c'est la seule façon de faire sortir notre enfant de sa bulle, c'est bien. Mais il faut faire attention que les aliments au début, bien on ne veut pas à la longue que ce soit des aliments parce qu'on ne veut pas donner des habitudes, des mauvaises habitudes à long terme à nos enfants, mais au départ on comprend que parfois ça peut être nécessaire. Mais c'est important de ne pas donner par exemple un aliment à notre enfant qui va par exemple, qui est gavé de sucre, qui va faire en sorte que notre enfant, oui, a fait un progrès au niveau du langage, mais au niveau du comportement, et maintenant il devient hyperactif et il saute partout parce qu'il est hyper excité par l'aliment qu'on lui a proposé pour régler un problème ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une approche globale et cohérente, de façon à ce que une approche, une solution ne porte pas préjudice dans une autre sphère dans la vie de notre enfant. Oui, et une chose aussi auquel on fait face en tant que parent d'enfants autistes, c'est le fait de vouloir, du moins dans les premiers instants, c'est de vouloir que notre enfant ressemble à tous les autres ou à la plupart des enfants qui se développent de façon naturelle. Et tout ça parce que, bon, les comportements qu'ils adoptent nous embêtent, nous gênent et tout ça. Mais quand on prend le temps, par exemple, d'observer, de comprendre les causes qui peuvent être liées à différents comportements ou quand on prend le temps de comprendre leur fonctionnement et d'accepter qui fonctionnent différemment, eh bien, déjà, ça réduit notre propre niveau de stress en tant que parent. Et ça permet d'apprécier leurs forces aussi quand on prend le temps de les comprendre, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Parce que de toute façon, même quand un enfant se développe comme la plupart des enfants neurotypiques, chacun a ses particularités et ses forces. Et le plus important, c'est de se concentrer sur ces forces-là
pour les renforcer, pour les aider à les développer, pour leur permettre de cheminer vers un certain épanouissement et le plus d'autonomie possible. Donc, une des choses aussi qui est importante, c'est et de réaliser au quotidien, c'est que parfois on pense que notre enfant agit de façon et sans raison. Donc, que ces comportements dits bizarres ou étranges sont sans raison. Donc, il n'y a pas de raison particulière à un comportement plutôt qu'à un autre. Donc, c'est très important d'apprendre à observer notre enfant, d'apprendre à connaître notre enfant. Parce que chaque comportement a une raison ou plusieurs raisons. Par exemple, si on prend notre fille, par exemple, elle se bouchait constamment les oreilles, elle avait les mains sur les oreilles. Parfois, on entendait un son, mais parfois, on n'entendait rien d'inhabituel. Elle mettait tout simplement les mains aux oreilles. Donc, mais ce qu'on a découvert en l'observant, c'est que notre fille, ce qu'on a appris, c'est que notre fille et entend des choses que la plupart des gens n'entendent pas. Donc, et elle est sensible au son que vous et moi allons trouver tout à fait naturel, tout à fait normal, voire même banal, et qui nous échappe, qu'on entend, qu'on remarque même pas. Mais elle a une hypersensibilité à l'oreille qui fait en sorte que quand elle entend quelque chose, ça lui cause une réaction qui faisait que elle se bouchait les oreilles. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, observer notre enfant parce que chaque comportement va nous donner un indice de, de quelque chose de comment notre enfant fonctionne en réalité. Et ça va faire en sorte aussi qu'à la longue, non seulement on va être mieux outillé pour aider notre enfant à passer à travers les défis présents, mais éventuellement mieux comprendre notre enfant pour aider notre enfant à développer ses potentiels. Parfois, ces défis cachent des potentiels qu'on soupçonnerait même pas. Donc, mieux connaître notre enfant pour pouvoir aider notre enfant à développer son plein potentiel. Oui, et bien souvent, on est pris de découragement du fait de ne pas savoir où donner de la tête, tellement la tâche est grande. Et puis, donc, on peut se sentir vraiment débordé dans le quotidien. Donc, le plus important par rapport à ça, c'est de se faire un plan d'action, vraiment d'avoir une idée des besoins de notre enfant et puis de mettre sur pied un plan qui va nous permettre de combler chaque sphère dans laquelle notre enfant a un défi. Et ça le fait d'avoir un plan, ça fait que non seulement on regarde l'avenir avec un peu plus de confiance, on voit la lumière au bout du tunnel, mais aussi ça va nous permettre d'avoir de la constance et de persévérer dans l'application des moyens qui peuvent aider nos enfants à progresser. Donc, quand on pense aux défis passés, eh bien, on peut dire maintenant qu'on a retrouvé un certain sens à notre vie quelques années plus tard, puisque nos enfants, quand on pense par exemple à notre fille, eh bien, elle est passée du fait de complètement s'isoler du reste de son environnement au fait maintenant de vouloir inviter des amis à la maison, des collègues de l'école. Elle veut faire une fête pour son anniversaire, elle veut célébrer, elle veut inviter d'autres personnes, elle veut qu'on se rende à la foire alimentaire, au centre commercial où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, ce sont toutes des activités qu'auparavant, je peux dire en tant que mère, qui me manquaient beaucoup, puisque je me demandais si un jour je pourrais partager ces petits moments entre mère et fille, où est-ce que on pourrait
simplement se promener main dans la main, parce que dans un endroit public où elle n'aurait pas à se mettre les mains sur les oreilles et se sentir complètement submergée par tous les bruits environnants. Donc maintenant, elle qui ne conversait pas du tout avec nous à l'époque et les premières années quand on lui arrachait les mots de la bouche, maintenant c'est très facile de simplement lui demander comment a été sa journée et puis elle va nous dire ce qu'elle a le plus aimé, ce qu'elle a moins aimé, ce qu'elle souhaiterait pour le lendemain, ainsi de suite. Donc, l'autre chose aussi qui nous inquiétait à l'époque, ce sont les tics qu'elle avait. On se demandait qu'est-ce que ça pouvait bien être, est-ce qu'elle fonctionnerait toujours comme ça? Et ces tics ont aussi disparu. Donc, toutes ces choses-là qui nous inquiétaient il y a quelques années, eh bien, on voit bien qu'il y a un certain équilibre qui finit par se retrouver au fil des ans en mettant en application différentes choses, en apprenant à mieux les connaître et en allant chercher les ressources nécessaires. Donc, le plus important, c'est vraiment de persévérer sur la voie. Une fois qu'on a entamé un certain processus, de garder la constance parce que on finit par avoir des résultats, même si chaque cas est unique, mais il faut garder espoir comme quoi, au fil des ans, il y a la possibilité de développer un certain potentiel chez nos enfants, de les aider à retrouver un certain équilibre. Également, ce qui a trait à notre fils, donc notre fils qui faisait toujours les mêmes activités, qui voulait toujours faire les mêmes choses. Maintenant, notre fils aime des activités variées, il fait beaucoup de choses, que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau projet. Et donc, notre fils maintenant fait de tout. Donc, il aime converser. Là, lui qui répétait toujours les mêmes choses, maintenant, il aime converser de différents sujets. Donc, il est devenu curieux. Lui qui aimait pas écrire du tout, maintenant écrit et prend des cours de dessin également. Et une chose qui est arrivée à l'époque, c'est qu'on a commencé à chercher d'autres alternatives, d'autres solutions et les appliquer. Et nos deux enfants qui étaient en âge de l'être, on disait que notre fils était à l'âge de rentrer à l'école, il n'était toujours pas propre. Donc nos deux enfants sont devenus propres en même temps, en l'espace de quelques jours, moins de 2 semaines. Les deux enfants sont devenus propres en même temps. Donc, nos enfants ont beaucoup de projets et ce qui est intéressant, c'est que nos enfants planifient eux-mêmes leurs projets. Ils ont des projets, ils les planifient, puis ils les exécutent. C'est merveilleux de les voir. Donc, ils sont aussi, bien entendu, beaucoup plus conscients de leur environnement. Et notre vie maintenant, bien sûr, est beaucoup plus structurée et l'harmonie, une meilleure harmonie règne dans notre vie au quotidien. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette magique pour régler tous les défis auxquels nos enfants font face. Donc, non seulement d'un enfant à l'autre, les défis varient, chaque cas est unique, chaque métabolisme est différent, mais il y a des pistes de solutions pour permettre aux enfants de mieux fonctionner. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on prend le temps de discuter avec vous aujourd'hui. C'est pour que vous puissiez prendre le temps d'explorer toutes les sphères dans lesquelles on peut toucher pour essayer de rejoindre notre enfant. Il y a des enfants pour lesquels les défis se trouvent beaucoup plus au niveau du langage, d'autres au niveau sensoriel. Il y a des enfants que c'est plus au niveau de la socialisation. Pour d'autres enfants, ça peut être un peu de tout ça. Donc, quand on a une idée
des défis qui sont présents et qu'on a aussi, en tant que parents, une idée des outils qui sont à notre disposition, à ce moment-là, on se sent moins submergé et on peut mettre sur pied un plan d'action pour aider notre enfant. Et c'est pourquoi on a pris le temps d'assembler toutes les ressources qu'on a trouvées au fil des ans et qu'on a mis à l'intérieur d'un programme en ligne pour les familles, pour vous aider à mettre sur pied un plan d'action efficace selon les besoins spécifiques de votre enfant, pour le permettre de devenir plus réceptif, pour augmenter les possibilités de progrès, pour l'aider à s'épanouir et vous particulièrement, pour vous aider vous en tant que parent. Parce que souvent, on parle des défis des enfants dans les familles où est-ce qu'il y a des enfants autistes, mais souvent, tous les défis quotidiens auxquels les parents ont à faire face ne sont pas nécessairement soulevés. Et on sait très bien jusqu'à quel point la tâche peut être grande pour vous. Et c'est la raison pour laquelle on a pris soin de mettre sur pied pour vous le programme en ligne pour que vous puissiez voir tous les aspects auxquels vous n'auriez pas nécessairement encore touché et comment est-ce que vous pourriez mettre tout ça ensemble pour vous alléger la tâche au quotidien, pour que vos journées soient mieux structurées, pour que ça devienne plus simple, pour que vous puissiez vous sentir plus léger au quotidien, sachant que vous avez un plan d'action et que vous êtes en train de le mettre à exécution au fur et à mesure, sachant très bien la destination dans laquelle vous vous dirigez pour aider votre enfant. D'accord, donc dans notre programme en ligne, et parmi les choses que vous découvrirez, c'est on vous offre une approche et une façon de rester motivé tout en trouvant des moyens d'aider votre enfant. Comment créer un plan efficace adapté aux besoins spécifiques de votre enfant, comme on a mentionné. Des ressources pour que votre enfant et pour que vous puissiez accélérer le processus de progrès chez votre enfant. Aussi des approches qui pourraient aider votre enfant à réduire ses tics tout en l'aidant à être plus conscient de son environnement. Oui, on vous suggère aussi dans le programme des thérapies, différentes thérapies qui pourraient aider votre enfant, soit au niveau de sa motricité globale, la motricité fine également, puisque nos propres enfants ont eu des défis à ces niveaux-là. Donc, au niveau de la coordination également. Donc, il y a des approches qui sont liées à l'alimentation, qui sont souvent qui sont souvent pas explorées dans le monde de l'autisme pour pouvoir aider nos enfants, tandis que ça peut avoir un impact majeur, un impact considérable dans la façon dont nos enfants peuvent se sentir dans leur corps et devenir beaucoup plus réceptifs pour pouvoir apprendre, pour pouvoir adopter de meilleurs comportements. Il y a aussi des approches qui peuvent aider vos enfants, soit au niveau du langage, comment établir une meilleure communication, comment, s'il y a déjà une communication, comment augmenter la compréhension aussi de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils lisent. Donc, notre programme est en ligne et donc, les façons que vous pouvez accéder à notre programme en ligne, vous pouvez y accéder sur le site Action Parents sous l'onglet Produits et services.
Et donc, à cet endroit-là, vous allez voir, il y a deux choses. Donc, vous allez pouvoir voir le programme Action Parents. Donc, vous cliquez sur ce lien et ça vous amène directement à la page où est-ce que vous pourrez commander. Et on vous offre une période d'essai de 10 jours. Donc, essayez-le. Donc, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez l'essayer pendant 10 jours, rien ne vous sera chargé et pendant 10 jours. Et après 10 jours, si vous êtes content, vous laissez continuer et après 10 jours, donc, le paiement sera prélevé. Donc, on offre aussi une garantie de 30 jours. Donc, le programme comme tel s'étale sur 90 jours et on passe à travers pour pouvoir vous aider à créer un plan efficace. OK, donc quand vous vous inscrivez au programme Action Parents, ce que vous recevez à chaque semaine, pendant la période de 90 jours, à chaque semaine, vous recevez une leçon audiovisuelle que j'ai préparée. Donc, on sait très bien à quel point votre emploi du temps est déjà chargé. On sait ce que c'est. On a vécu la même chose et nos enfants continuent de grandir et on doit encore continuer de les encadrer vers la vie adulte. Donc, on sait que c'est du temps que vous devez consacrer pour pouvoir aider vos enfants et ça ne peut pas prendre plusieurs heures de votre journée. Donc, la leçon que vous recevez ne dure que quelques minutes. Donc, ce sont des leçons très courtes, mais qui vont vous permettre de passer à l'action rapidement, puisque à la fin de chaque leçon, vous avez un exercice très simple à faire pour aider votre enfant et vous permettre aussi, vous, d'alléger votre tâche au fil du temps. Donc, la leçon peut être écoutée soit sur vos tablettes ou à l'ordinateur ou même sur un téléphone. Donc, le programme est divisé en 7 modules et ces 7 modules sont couverts donc, dans 3 sections différentes. Donc, la première section, c'est la section qui est la préparation du parent. Donc, dans le premier module, on regarde comment la motivation, donc comment rester motivé. Très important de rester motivé. On sait que le découragement s'installe facilement avec tous les défis que nos enfants et nous-mêmes avons à relever. Le deuxième module est consacré à comment créer le plan efficace lui-même. Donc, comment mettre les bases pour créer un plan efficace. Et les autres modules, on rajoute au fur et à mesure des éléments pour enrichir notre plan efficace. La deuxième section, c'est la préparation de votre enfant. Donc, comment préparer notre enfant à être plus réceptif, d'être plus réceptif pour pouvoir faire des progrès, que ce soit au niveau de son alimentation, que ce soit au niveau de ses sens, qu'est-ce qui peut porter, par exemple, qu'est-ce qui peut freiner son développement. Donc, on parle dans le 4e module d'intégration sensorielle. Oui, et il y a aussi une section pour stimuler le développement de l'enfant de façon constante. Donc, une fois que vous avez vu comment est-ce que vous pouvez aider votre enfant à mieux se sentir dans son corps, qu'est-ce qui peut être fait donc pour l'aider à mieux communiquer, qu'est-ce qui peut être fait pour l'aider dans ses comportements, dans ses échanges avec les autres, ses apprentissages et aussi comment découvrir ses propres talents, donc les talents de votre enfant et comment l'encourager, comment l'aider à développer ces talents-là qui peuvent bien souvent déboucher sur une profession, un gagne-pain, on ne sait jamais. Donc, le programme coûte 247 $ canadiens. Donc, si c'est en un seul versement, vous pouvez payer 247 $ ou 165 €, ce qui est l'équivalent en euros, ou 3 versements de 97 $ canadiens, ce qui équivaut à 68 €, qui est payable par PayPal. D'accord. Aussi, dans le programme,
et on vous offre des bonus supplémentaires. Donc, on vous offre notre livre électronique et la version audio que vous pouvez écouter, si vous préférez écouter plutôt que de lire le livre. Donc, le titre, c'est Autisme, enfin de l'aide. On parle de nos ressources coup de cœur que nous partageons avec vous. Aussi, vous avez en bonus accès à notre coffret des experts qui renferme plus d'une dizaine d'entrevues de professionnels et même de personnes autistes devenues adultes, comment ils fonctionnent. Donc, on a interviewé des gens qui partagent leur expérience, qui partagent leur savoir, leurs connaissances et dans le développement des enfants. On a même interviewé un médecin qui a une approche très intéressante et qui est probablement différente de toutes les approches que vous avez vues ou entendues par d'autres médecins. Donc, tout ça pour aider le coffret des experts pour vous aider dans le développement global de votre enfant. Oui, alors nous allons passer à la période de questions. Donc, c'est ça. Donc, la façon qu'on fonctionne, et pendant qu'on met la période de questions, vous allez voir à l'écran, et quand vous arrivez sur notre page, et sur notre page, sur l'onglet, quand vous êtes sur le site, on va également mettre le lien direct dans votre boîte de GoToWebinar. Et quand vous arrivez sur le site, vous voyez, vous allez avoir deux options, soit un paiement unique immédiat et de 247 $ ou de 165 €, ou la deuxième option, comme on va parler, qui est de faire l'essai gratuit pendant 10 jours et ensuite vous serez facturé en 3 versements de 97 $, donc un versement à chaque mois subséquent, ou bien l'équivalent est en euros, 68 €. Tout ça se fait toujours par PayPal, donc vous avez l'option de faire l'essai gratuit pour voir comment ça peut vous aider à aider votre enfant et créer un plan efficace. Donc, pour la période de questions, la façon qu'on fonctionne, on va vous laisser quelques minutes pour pouvoir nous écrire des questions. C'est la même façon que vous avez procédé quand vous nous avez dit que c'était OK et que vous entendiez bien. Donc, c'est dans la même boîte. Vous pouvez écrire vos questions. On va vous laisser 2 petites minutes pour pouvoir écrire vos questions et on va pouvoir revenir aux questions et y répondre. Oui, alors merci pour toutes vos questions. On va commencer avec une première question, la question d'Hamza Chérif au sujet de l'alimentation. Donc, comment faire en sorte qu'un enfant autiste puisse manger des fruits et des légumes? Ça, c'est la question que tous les parents, même les parents d'enfants neurotypiques se posent. Donc, c'est sûr que ça a été un défi pour nous aussi en tant que parents parce que nos enfants, ils ont des défis au niveau sensoriel. Donc, parfois, ça dépend de comment est-ce qu'ils ressentent la nourriture. Donc, il y a des textures qui peuvent ne pas aimer, ne pas apprécier et d'autres aimer un peu plus. Et donc, ce qu'on peut faire au niveau sensoriel, c'est vraiment de varier le plus possible les textures. Donc, si, par exemple, votre enfant aime manger des croustilles, des chips, il se peut qu'elle aime beaucoup ce qui est croustillant. Donc, si elle aime ce qui est croustillant, eh bien, une façon pour vous d'essayer d'intégrer des légumes dans son alimentation, ce serait par exemple de commencer surtout à la maison. Pas nécessairement de mettre ça dans sa boîte à lunch si c'est pas garanti qu'elle va le manger à l'école, mais surtout de faire ça graduellement à la maison. Donc, on peut se pratiquer à la maison à faire, par exemple, en invitant une amie, une cousine ou deux. Et puis,
on passe un petit moment où on prépare des petites assiettes amusantes avec des légumes crus qu'on peut croquer, qui ont la même texture que ce qu'elle aime habituellement manger. Donc, si elle n'aime pas manger mou, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose que de lui présenter une purée de patates douces, par exemple. Ce serait peut-être mieux d'essayer les patates douces en croustilles, par exemple, de les trancher très minces, les patates douces, et puis de les mettre au four jusqu'à ce que ça devienne croustillant. Ça peut déjà être une façon amusante d'introduire un légume racine qui est très nourrissant et qui a un indice glycémique bas, donc qui ne va pas lui donner un pic de sucre. Donc, vous pouvez vous amuser, par exemple, s'il y a un anniversaire et qu'elle doit emmener quelque chose à manger, ou bien si c'est vous qui fêtez un anniversaire à la maison, plutôt que d'avoir beaucoup de biscuits ou de bonbons à grignoter ou de petits gâteaux, d'augmenter les assiettes de fruits et légumes, de faire, par exemple, de préparer des brochettes de fruits avec différents fruits et de la faire participer également. De la faire participer dans la préparation des fruits et légumes. Donc, ça peut être une façon, disons, plus en douceur d'introduire ça. Et le plus important, c'est d'introduire un fruit ou un légume à la fois. Et puis, ça peut être un tout petit peu, une bouchée la première fois, 2 bouchées la fois suivante, jusqu'à ce que ça fasse tout simplement partie de l'assiette et qu'elle en mange. Et puis, nous ce qu'on constate en tant que parents de notre propre expérience, c'est qu'on a dû travailler sur nous-mêmes au niveau de l'alimentation. Parce que on a dû rectifier certaines choses sur notre liste d'épicerie. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'achète plus. Et c'est quand même une richesse que nos enfants nous ont apportée du fait d'avoir à rectifier notre propre alimentation parce qu'on mange comme eux. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'achète plus, qui ne se retrouvent plus dans notre panier d'épicerie. On ne se promène plus dans les allées qui pourraient être tentantes pour nous-mêmes en tant que parents. Donc, ça ne se retrouve plus sur notre liste d'épicerie. On ne passe pas dans ces allées-là. Donc, ça veut dire que ça ne se retrouve même plus dans le garde-manger. Donc, il n'y a plus personne qui est tenté de les acheter. On se récompense avec d'autres choses, avec des mots réconfortants, avec une activité à faire ensemble. On essaie le moins possible de se récompenser avec de la nourriture. Et puis, la deuxième question, pour répondre rapidement à la deuxième question de Hamza, au niveau des phobies, donc le fait d'avoir peur de l'herbe et du gazon, tandis que l'enfant arrive à tenir des faux éléments de la nature dans ses mains, mais que les vrais éléments de la nature ne sont pas nécessairement appréciés, eh bien, ce que ça nous dit, c'est que ça doit être au niveau sensoriel qu'il doit y avoir un déséquilibre. Et là-dessus, on a un module complet qui traite de l'intégration sensorielle et tout ce que vous pouvez faire pour mieux comprendre ce que votre fille vit au niveau sensoriel. Vous pouvez faire, il y a quelques petits exercices que vous pouvez faire pour mieux la comprendre. Donc, on traite de l'intégration sensorielle au module 4 de notre programme en ligne. Et puis, sur l'alimentation également, il y a un volet qui pourrait vous aider et surtout vous encourager à introduire des fruits et légumes pour votre fille. Nous passons donc à la prochaine question, qui était, oui, donc, la question de Paola.
Donc, c'était par rapport au fait de tirer la chasse d'eau des toilettes. Donc, oui, on a vécu ça nous-mêmes. Donc, si votre fils, qui est quand même assez âgé, refuse de le faire, il se peut qu'il ait des défis au niveau sensoriel aussi. Et je pense que mon mari voulait ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, donc c'est ça. Donc pour la chasse d'eau, on connaît bien parce que notre fille avait beaucoup la même réaction. Donc c'est probablement au niveau de... Il faudrait investiguer, mais il y a de fortes chances que ce soit au niveau d'une certaine sensibilité. Le son de la chasse d'eau donc provoque un certain dérangement chez votre fils qui fait en sorte que c'est tellement désagréable, tellement insupportable que préfère ne pas le faire. Des fois, ça peut être au niveau visuel aussi, par exemple, de voir, par exemple, et peut-être étourdi de voir l'eau qui tourne. Donc, mais faut investiguer au niveau de ses sens, de voir est-ce qu'il y a d'autres situations, est-ce que il fuit d'autres situations au niveau soit au niveau des sons, il y a d'autres sons qui le dérangent. Par exemple, notre fille, les jappements de chiens, par exemple, chasse d'eau. Et des fois, ça a l'air à pas avoir de rapport, les différents sons, mais il y a une sensibilité. Donc, ce serait d'investiguer à ce niveau-là et de voir comment vous pourriez voir comment travailler à désensibiliser, donc pour bien comprendre les débalancements au niveau, les hyper- et hyposensibilités sensorielles. Donc, on vous référait au chapitre 4 ou au module 4 de notre programme Action Parents. Oui, et j'ajouterais aussi à cela pour Paola, justement, elle avait aussi une question quant à la communication, comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, oui, pour ce qui est de la chasse d'eau, ce qui peut être fait au niveau de la communication, ce serait probablement un petit scénario pour préparer votre fils parce qu'il se peut qu'il anticipe trop ce qui va le déranger et que ça lui crée un certain niveau d'anxiété. Donc, dépendamment des défis de votre fils au niveau de la communication, c'est sûr que nous, on pourrait vous dire ce qu'on a fait, une foule de choses, bien entendu, mais on ne peut pas dire que c'est une seule chose qu'on a faite qui a permis à nos enfants de communiquer. La façon dont on voit ça, c'est vraiment la synergie entre plusieurs choses qui ont été mises en place de façon constante, qui ont donné des résultats au fil des ans. Et on a quand même aussi connu des périodes où est-ce que on voyait que, oui, à un certain... dans une sphère, il progressait et à d'autres niveaux, ça semblait soit stagner ou même il semblait régresser. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est la raison pour laquelle on se dit qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. Donc, il faut adopter une approche globale pour pouvoir leur permettre de progresser. Donc, pour la communication, on ne peut pas dire que c'est une seule chose qui les a permis de progresser. C'est vraiment plusieurs choses mises en application et la synergie de ces moyens-là qui a permis une meilleure communication. Donc, on a travaillé au niveau sensoriel, on a travaillé au niveau de l'alimentation, on a également passé beaucoup de temps à regarder soit des livres, des scénarios sociaux, mettre en place certains outils de communication. Donc, tout ça, vous les retrouvez dans le programme. Donc, au niveau de la communication, le volet communication se retrouve au module 5, mais c'est vraiment plusieurs choses mises ensemble qui donnent des résultats.
Ensuite, il y a une question de Muriel qui nous demande pour les compléments de vitamines, combien de temps les donner? Eh bien, ça dépend des besoins de votre enfant. Il faut vraiment voir selon le métabolisme de chaque enfant. On va passer à une prochaine question. Donc, il y a Dialine qui nous demande si nos enfants ont pu intégrer une école régulière. Eh bien, aujourd'hui, on se sent très fiers de pouvoir dire oui. Oui, et ce n'est pas chose facile. Ça a été quand même... moi, je considère que les premières années que que ça a été pour moi un peu comme un combat, disons, parce que même si ils avaient reçu une recommandation d'avoir de l'accompagnement en classe régulière, eh bien, il y a quand même eu réticence. Et puis, je peux très bien comprendre parce que si les ressources ne sont pas nécessairement disponibles, c'est sûr qu'il peut y avoir réticence selon les défis des enfants. Mais oui, nos enfants ont pu intégrer l'école et la classe régulière avec accompagnement. Donc, jusqu'à présent, maintenant, ils ont un peu moins d'accompagnement qu'avant. Ils ont gagné en autonomie. Donc, tout ça se fait de façon graduelle en apportant beaucoup de support à la maison. Donc, par rapport à ce qui doit être fait à l'école. Muriel nous demandait aussi, Muriel qui habite en France nous demande comment ça se passe pour la consultation si vous êtes en France. Eh bien, on peut rejoindre, peu importe la personne, maintenant avec Internet, on peut vous rejoindre par Skype. Donc, la consultation peut se faire soit par Skype ou consultation téléphonique ou par Facebook chat. Donc, peu importe où vous vous trouvez sur le globe, il y a moyen qu'on puisse vous aider. On fait justement des consultations avec des gens de partout à travers le monde, donc, et sur plusieurs continents. Oui. Ensuite, il y avait Ève aussi qui nous posait la question par rapport aux apprentissages, donc du fait que son fils lui arrivait d'oublier certaines choses. Donc, il y a des acquis. Donc, elle se demandait au niveau des acquis, comment est-ce que ça peut être installé une fois qu'elle a appris certaines choses à son fils. Comment est-ce que ça peut s'ancrer, comment est-ce que l'apprentissage peut s'ancrer. Donc, la façon dont je vois ça, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont besoin d'être explorées pour aider nos enfants. Donc, au niveau sensoriel, c'est très important. C'est très important de rejoindre nos enfants au niveau sensoriel. Parce que les apprentissages, je vois aussi dans votre question, Ève, que il y a des choses qui ont été apprises par moyen de comptines. Ça, c'est merveilleux parce que ça rejoint la mémoire auditive. Mais il y a aussi le toucher. Donc, il y a plusieurs sens qui doivent être... On en parle en détail, justement, dans le programme au volet de l'intégration sensorielle, parce qu'il y a plusieurs sens qui doivent être sollicités quand nos enfants apprennent. Pas juste quand ils apprennent, mais de façon constante, de façon quotidienne. Idéalement, il faudrait que nos enfants puissent
toucher à différentes choses, différentes textures, sentir différentes choses. Il faut que leur sens soit sollicité, plusieurs de leurs sens soient sollicités et en même temps de façon constante pour permettre un éveil, pour pouvoir permettre à certains apprentissages de s'ancrer. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, oui, c'est sûr que vous pouvez avoir l'impression de ne pas avancer, mais, mais quand vous, dépendamment des objectifs que vous vous fixez, ce serait bien d'écrire, par exemple, d'observer une semaine, vous écrivez quel est votre objectif par rapport à un apprentissage. Par exemple, cette semaine, il apprend, dépendamment de son âge, ça peut être cette semaine, il apprend l'alphabet. Ben, pas nécessairement tout l'alphabet, mais disons les 10 premières lettres de l'alphabet. Ben, à la fin de la semaine, vous pouvez vérifier si c'est fait ou non, si c'est retenu. Mais ça peut être un autre objectif. Ça dépend de ce que vous voulez de ce que vous voulez établir comme apprentissage. Mais le plus important, c'est vraiment de solliciter plusieurs sens en même temps. Et il y a un exemple qui me vient en tête par rapport à ma fille. Eh bien, pour ce qui est des verbes, quand elle devait apprendre ces verbes, le temps des verbes surtout, parce que l'action, le verbe en tant que tel, elle comprend l'action, elle comprend ce que c'est, mais le temps, la notion du temps peut être quand même très abstraite pour un enfant. Donc, je me souviens très bien que, par exemple, pour qu'elle puisse mieux intégrer le fait d'aller vers le futur ou de retourner au passé, eh bien, on a dû utiliser notre corps. On a dû utiliser notre corps. C'est comme ça qu'on a appris le temps des verbes, du moins le temps simple des verbes, c'est-à-dire au présent, qu'on apprenait un verbe au présent, on sautait sur place parce qu'on était au présent. Et quand c'était, par exemple, le même verbe, mais dans le futur, on avançait. On le faisait toujours, on faisait des sauts en avant. Donc, non seulement on disait le verbe en sautant, mais le fait aussi de sauter, ça aussi, ça va combler un besoin au niveau vestibulaire. Donc, ça aussi, ça entre dans le concept de l'intégration sensorielle. Donc, bref, c'est ce que je voulais dire à Ève. Comment gérer les crises? Eh bien, il y a différentes choses qui peuvent être faites par rapport à ça. Je vais laisser le soin à mon mari de vous en glisser un mot. OK. Oui, donc on a un article sur le site qui parle de comment gérer les crises, mais je dirais pour faire simple, pour la gestion des crises, je dirais qu'il y a deux volets à la gestion des crises. Il y a la gestion de l'enfant et il y a la gestion de nous-mêmes. On va commencer par la gestion de nous-mêmes. Et parfois, notre enfant, c'est sûr qu'il y a différents niveaux de crise, bien entendu. Mais parfois, nos enfants, bien qu'ils ont des défis, nos enfants ne sont pas différents d'autres enfants quant à nous tester et à nous manipuler aussi. Mm-hmm. Donc, il faut être très alerte et à observer. Parfois, certains enfants vont choisir leur moment de crise parce qu'ils disent, bon, en public, maman, papa va peut-être pas réagir. Ils nous observent aussi. Et donc, se gérer soi-même, c'est-à-dire de déterminer, nous, comment on va réagir dans certaines circonstances. Et comme on a parlé plus tôt, par exemple, de surmonter le sentiment de gêne qu'on a, par exemple, parce qu'en crise, parfois, on est pris à gérer soi-même parce qu'on regarde le regard des autres personnes sur nous. Donc, si on aurait tendance à dire à notre enfant « non », c'est non,
Et là maintenant, puisque notre enfant a des comportements bizarres ou des cris étranges, parfois nos enfants font des cris tellement étranges, c'est difficilement explicable pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Donc, faut pouvoir résister. Et, et l'autre chose aussi, donc, il faut pouvoir évaluer le niveau de crise. C'est sûr que si c'est une crise qui demande que ça se passe dans un autre lieu, il faut savoir que le combat va se passer ailleurs. Et une bonne façon, je vous dirais peut-être pour aider à gérer les crises, c'est de prendre l'habitude à les gérer bien à la maison et de pouvoir essayer de reproduire la même chose à l'extérieur. C'est sûr que dans ce cas de crise, il faut se poser la question, est-ce que ce que mon enfant fait en ce moment, est-ce que ça lui pose préjudice physiquement? C'est sûr que s'il y a un danger physique, il faut faire quelque chose tout de suite. On ne peut pas laisser ça aller. Donc, il faut faire quelque chose tout de suite. Certains enfants se font mal et se blessent. À ce moment-là, il faut consulter. Il faut consulter au plus rapidement si nos enfants, quand ils sont en crise et se frappent la tête sur des murs, il y a des enfants qui se frappent la tête sur des murs, il y a des enfants qui se blessent. Donc, il faut absolument consulter, il ne faut pas attendre. Et si l'enfant n'est pas en danger, si ça ne lui porte pas de préjudice physique, et si on arrive à résister au malaise des regards externes, ben à ce moment-là, donc peut-être faut tenir un peu fermement. Et si c'est un peu trop long, de voir aussi comment on pourra régler ça à la maison aussi. Et quand on dit à notre enfant qu'il y aura, par exemple, une punition, il sera privé de ci ou de ça, peu importe la façon que vous décidez d'appliquer des punitions pour que votre enfant puisse comprendre. Il faut vraiment le faire. Il ne faut pas que ce soit que ça reste comme des paroles en l'air. Donc, il faut vraiment le faire. Donc, c'est ça. Donc, pour la suite, je vous inviterai peut-être à lire l'article sur le site. OK, on a aussi une question de Latifa. Donc, c'était encore par rapport aux crises. Donc, je pense que mon mari a répondu à une partie de votre question. Et vous mentionniez aussi qu'elle n'aime que prendre du lait. Donc, c'est un peu ce qu'on disait par rapport à ce qu'on conseillait à Hamza, c'est peut-être de créer des occasions où il y a autre chose qui est présenté à l'enfant et à un moment où l'enfant a réellement faim. Donc, si ce qu'elle aime, la seule chose qu'elle aime ne s'y trouve pas, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle puisse effectuer d'autres choix. Et peut-être, si vous avez 2 choix à lui faire, ne pas inclure ce qu'elle préfère dans ce choix. Alors, on remercie Ève pour ses mots d'encouragement, qui nous remercie pour les pistes de solutions qu'on lui a données. On va répondre encore à 2-3 questions. Et ce sera la fin de notre webinaire. Donc, il y a Khadija qui nous pose... Ah non, Khadija voulait simplement nous remercier et nous féliciter pour le webinaire. Donc, on vous remercie beaucoup, Khadija. Merci d'avoir été parmi nous. C'est bien apprécié. OK, donc, une dernière question viendrait de Brahim. Donc, Brahim se demande comment on peut savoir si un enfant de 3 ans... présente des signes d'autisme ou non? C'est une très bonne question. Et à ça, je dirais, parce que c'est sûr que nous, justement, à cet âge-là, qu'on commençait à se poser des questions et à commencer à se rendre à l'évidence, bien qu'on n'avait pas de diagnostic, de se rendre compte que notre enfant avait des défis.
Je vous dirais la première chose, c'est que si vous vous posez la question, c'est qu'il y a déjà des défis. Les défis, ça ne veut pas dire que c'est l'autisme nécessairement, et il va falloir que vous fassiez faire un diagnostic pour avoir un diagnostic officiel. Mais si vous vous posez la question, c'est que votre enfant présente déjà quelques défis. N'attendez pas d'avoir un diagnostic, d'avoir une étiquette, parce que ce n'est pas la fin du monde quand une étiquette, malgré ce qu'on peut penser, puis ce qu'on a pensé nous-mêmes. C'est pas la fin du monde quand on a le diagnostic d'autisme. Mais le fait que vous posez des questions, que vous faites des recherches, ça peut être que votre enfant présente déjà des défis, soit au niveau du langage, soit au niveau de sa socialisation, que ce soit au niveau de comportements qui sont inhabituels. Et aller de l'avant pour aider votre enfant dès maintenant. Vous êtes la ressource principale de votre enfant. Et ça ne changera jamais. Peu importe la personne que vous allez découvrir qui va vous aider, vous allez rester la ressource principale de votre enfant. Donc, se poser la question, c'est déjà qu'il faut déjà commencer à faire des recherches et à appliquer. Dites-vous que, faites-vous votre enfant des défis au niveau de son comportement, de son langage, peu importe, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à ce niveau-là. Et vous faites des recherches. C'est pour ça qu'on parle toujours on parlait au départ de faire des démarches parallèles. Parce qu'une des choses que vous allez pouvoir, quand vous allez avoir si vous avez un diagnostic, et vous pourrez être très déçu de voir qu'il n'y a pas nécessairement autant d'aide que vous attendiez à avoir. Donc, il ne faut pas attendre. Et quand est-ce que c'est le temps de commencer? Une chose aussi, comme parent, on se dit, ah oui, j'aurais dû commencer quand mon enfant avait 2 ans. Ah, quand il a 3 ans, 3 ans. Ah, ou 10 ans quand il avait 9 ans. Peu importe, 18 ans quand il avait 16 ans. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. On ne peut pas être tenu responsable de choses qu'on ne savait pas. C'est sûr, si on aurait su telle chose, on l'aurait fait avant. C'est correct. Mais le meilleur moment de commencer, c'est maintenant. Fait que maintenant, si vous vous posez la question que votre enfant et vous demandez comment savoir, bon, faites des recherches, mais surtout, faites des recherches pour essayer de régler les problèmes que vous voyez. Donc, et bon courage. Vous faites déjà, le premier pas, vous le faites déjà. Vous faites déjà des recherches là en ce moment. Vous cherchez. Et votre enfant est vraiment très fortuné de vous avoir. Donc, lâchez pas. Faites des recherches parallèles. Et les défis que vous voyez, essayez de trouver des solutions. Essayez de trouver des gens qui ont déjà eu ces problèmes-là. Et que leurs enfants ont progressé. Et votre enfant est en bonne main. Oui, et on remercie Latifa pour ces bons petits mots d'encouragement également. Donc, notre programme en ligne peut vous aider si vous avez un enfant en âge de parler, qui ne parle toujours pas. Si vous avez un enfant qui se met les mains sur les oreilles sans aucune raison apparente. Si vous avez un enfant qui a de la difficulté à écrire ou à tenir son crayon. Si vous avez un enfant qui est en âge d'être propre et qui ne l'est toujours pas, et si votre enfant n'aime pas se faire toucher ou ne supporte pas certains vêtements, si votre enfant a des comportements étranges sans aucune raison apparente également, le programme ne s'adresse pas nécessairement à vous si vous avez déjà un plan efficace et que vous constatez des progrès constants chez votre enfant, que ce soit au niveau de la communication, de la socialisation ou de ses comportements. Donc, pour des gens, on voit qu'il y a des gens qui manifestent l'intérêt par rapport au programme. Et sur la page que vous voyez présentement à l'écran, vous voyez un capteur d'écran de ce que vous allez voir quand vous allez sur notre page pour le programme. Vous pouvez y aller sur actionparent.com et /programme. Ou si vous allez sur actionparent.com et que vous allez dans l'onglet et produits et services, donc vous cliquez sur programme en ligne, vous allez accéder donc à notre page, un bref survol encore une fois du contenu du programme. La première section, c'est la préparation du parent avec un module sur la motivation, sur comment, le deuxième module est sur comment créer un plan efficace. Et la deuxième section est sur l'alimentation, donc comment préparer votre enfant. L'alimentation
et l'intégration sensorielle. Puis, on a une troisième section qui contient un module sur la communication, sur les comportements et la socialisation et sur l'apprentissage et les talents. Encore une fois, en prime, vous allez recevoir notre livre électronique en plus de la version audio Autisme, enfin de l'aide, donc dans lequel nous vous parlons de nos ressources coup de cœur. Vous allez aussi également avoir accès à notre coffret des experts qui renferme plus d'une dizaine d'entrevues avec des professionnels couvrant différentes sphères liées à la santé et au développement global, aussi des témoignages d'adultes autistes, donc de personnes autistes devenus adultes, donc nous fait leur témoignage, nous expliquer un peu comment ça se passait quand ils étaient plus jeunes et comment ça se passe maintenant. Donc, le coût du programme est de 247 $ ou 165 € en un paiement unique. Ou bien, vous pouvez accéder à la deuxième option qui est en 3 versements de 97 $ ou 68 €. C'est payable par PayPal. Bien sûr, vous avez dans la deuxième option, donc vous avez la possibilité de faire l'essai de notre programme pendant 10 jours sans aucun frais. Vous serez seulement chargé après 10 jours 97 $ à chaque mois pendant 3 mois, pendant 3 versements. Donc, ou 68 € pendant 3 versements après le 10 jours d'essai. De plus, nous vous rappelons que nous vous offrons une garantie de satisfaction de 30 jours. Aucune question si vous n'êtes pas satisfait, aucune question. Et vous gardez le contenu que vous avez déjà reçu. Donc, aucun risque. Vous pouvez en faire l'essai pendant 10 jours et en plus de la garantie de 30 jours de satisfaction garantie. Encore une fois, le programme en ligne a été fait en tenant compte de notre réalité de parents d'enfants autistes, nous ayant 2 enfants autistes. Donc, c'est un programme qui s'inscrit dans le train-train quotidien. Donc, vous y allez à votre rythme, vous recevez la vidéo de la semaine avec un bref exercice, vous suivez le processus et à la fin des 90 jours, vous aurez un plan adapté aux besoins de votre enfant pour pouvoir mieux assister votre enfant et mieux aider votre enfant à progresser. Donc, nous vous invitons encore une fois à en faire l'essai. Donc, allez-y. Et si vous avez des questions concernant le programme, écrivez-nous à actionparent et à gmail.com, parents avec un S. Donc, écrivez-nous si vous avez des questions supplémentaires par rapport au programme. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et ça nous a fait plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager notre expérience. Et s'il y a une chose qu'on a retenue et de notre expérience avec nos 2 enfants, c'est que la réalité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement la réalité de demain. Donc, au moment où est-ce que on a eu on a eu ces défis ou on a découvert que nos enfants avaient ces défis. L'autisme, c'est pas une mince affaire. Donc, comme parents, on avait l'impression que le monde s'effondrait autour de nous. Et parfois, on demande à des gens qui n'ont pas vu d'enfants progresser. Ils n'ont pas eu la chance de voir des enfants qui ont fait du progrès. Donc, eux, ils vont nous partager seulement ce qu'ils connaissent. Ils ne peuvent pas nous donner autre chose qu'ils connaissent. Ils vont tout simplement nous dire que notre enfant est comme ça, puis ça ne changera pas. Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Donc, soyons ouverts, oui, ok, que notre enfant, que le progrès ne sera pas autant qu'on veut, mais soyons ouverts aussi que peut-être que le progrès va être mieux qu'on anticipe. Parce que pour notre part, je vous dirais que les progrès ou la façon que nos enfants fonctionnent maintenant, quelques années plus tard, et oui, on souhaite toujours que nos enfants fassent des progrès, mais c'est vraiment, là, quand on regarde nos enfants, on regarde notre fille, la façon qu'elle réagit maintenant, et c'est extraordinaire. Certaines personnes même vont nous dire, dernière chose, et certaines personnes
qui ont connu nos enfants quand ils avaient des problèmes ou des défis vraiment évidents, flagrants, et reconnaissent plus nos enfants. Certains vont même nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, et certaines personnes qu'on leur dit que nos enfants ont des défis, vont nous dire, vous êtes sûr, et ainsi de suite. Donc, juste en terminant là-dessus, la réalité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement la réalité de demain si on applique, si on fait des recherches et on applique des solutions et on fait de notre mieux pour pouvoir aider notre enfant. Donc, alors, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Merci beaucoup et au plaisir de vous aider. Au revoir. Au revoir.